va la CEDEAO? Quelques réflexions juridiques à partir du cas nigérien. Bonjour chers abonnés des actualités politiques africaines. Le Niger est le 4e pays de la sous-région à faire l'objet d'un coup d'état militaire en moins de 3 ans. Il rejoint la liste de plus en plus longue des pays d'Afrique de l'Ouest qui sont entrés dans une telle spirale. Mali, Guinée, Burkina Faso. Nous restons donc sous l'étonné de voir les réactions de la CEDEAO jusqu'alors, mais rien. Dans cette vidéo, vous aurez une analyse parfaite et détail de la situation et des décisions prises par la communauté des États ouest-africains ainsi que des derniers info-news et buzz de la semaine. À chaque fois, ce sont le même scénario et les mêmes éléments de langage. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, appuyée par l'Union africaine, UA, et la communauté internationale, ou ceux qu'il en reste, appellent au rétablissement de l'ordre constitutionnel et infligent, pour ce faire, un train de sanctions économiques plus ou moins importantes. Dans le cas du Niger, d'aucuns ont pu faire remarquer que l'éventail des dites sanctions était encore plus étendu que celles qui ont prévalu à l'égard du Mali en 2022, sans succès de. En retrait sous la présidence Buhari, le Nigeria, désormais gouverné par le président fraîchement élu Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, a décidé de réinvestir le rôle moteur qu'il a occupé en faveur de l'intégration sous-régionale. Sauf que, cette fois-ci, il n'est pas question de proposer un projet fédérateur en vue d'une meilleure intégration économique et politique, mais d'une possible intervention militaire. Disons-le d'emblée. Une telle intervention, à supposer qu'elle voit le jour, serait non seulement hasardeuse, mais aussi destructrice du projet politique de la CEDEAO et de l'UEMOA ou de ceux qu'il en reste. Il n'est pas dans l'objet de ce court texte de prendre parti pour un camp au détriment de l'autre. Les peuples africains expriment leur exaspération d'être gouvernés par des dirigeants civils ou militaires corrompus et incompétents. Quoi qu'en dise la communauté internationale, il n'y a pas, dans cette reconfiguration sous-régionale, de bons et de méchants. Il y a juste, derrière les mouvements sociaux qui s'expriment, des peuples qui en ont assez d'élites endogames, souvent inféodés aux agendas occidentaux, russes ou chinois, et qui aspirent à un avenir social et politique meilleur. Ce peuple-là ne demande rien d'autre que la paix, la stabilité, une redistribution adéquate des richesses nationales et la fin de l'impunité liée aux gabegies qui ne cessent de gangrener le continent africain depuis les indépendances. C'est dans ce terreau fertile que les militaires font le lit d'une légitimité contestable du point de vue de la légalité constitutionnelle. C'est ce même terreau qui alimente le fantasme d'alternatives politiques démagogiques, vides de projets politiques crédibles et prétendument panafricaines. Un fondement juridique flou. Il est bon de rappeler, dans ce nouveau tourbillon qui secoue l'Afrique de l'Ouest, quelques éléments importants. Et d'abord, de poser une question qui dérange. Sur quel fondement juridique la CEDEAO compte-t-elle intervenir militairement? L'article 58 du traité modifié complété par le protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnelle au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité signé à Dakar en décembre 2001, ne tranche pas explicitement en faveur d'une intervention militaire. Il est certes prévu, article 45, en cas de rupture de la démocratie par quelque procédé que ce soit, une palette de sanctions graduées, mais on peine à voir la possibilité d'une base légale ferme autorisant une intervention armée. Les autorités du Nigeria devraient pourtant s'en souvenir. Les protocoles de Lomé, 1999, Four puis de Dakar, 2001, ne doivent leur existence qu'au précédent de l'intervention hâtive de l'ECOMOG dans le cadre des guerres civiles qui ont ravagé le Libéria, la Sierra Leone, puis la Guinée. Il s'agissait à l'époque de guerres fratricides ayant abouti à des atrocités et ayant des répercussions dans l'ensemble de la sous-région 6. Tel n'est pas le cas de figure s'agissant du Niger, du Mali, de la Guinée ou du Burkina Faso. Dans ce contexte, réduire l'approvisionnement énergétique du Niger frappe en premier lieu les Nigériens ordinaires. Il en est de même s'agissant de la fermeture des frontières. De plus, comment concilier une possible intervention militaire avec l'article four du traité modifié sur les principes fondamentaux du traité rappelant non-agression entre les États membres, maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale par la promotion et le renforcement des relations de bon voisinage, règlement pacifique des différends entre les États membres, coopération active entre pays voisins et promotion d'un environnement pacifique comme préalable au développement économique. De nombreuses incohérences par ailleurs,
Une autre question dérangeante s'impose, liée à la première. À suivre la cohérence qui préside la justification d'une éventuelle intervention militaire, il faudrait rétablir l'état de droit au Niger. Soit, mais la CEDEAO est-elle prête à en assumer réellement les conséquences juridiques? Qu'il s'agisse du Mali, de la Guinée ou du Burkina, la question d'une éventuelle responsabilité de l'institution demeure béante. Dit de manière prosaïque, qui va rembourser les pertes subies par les opérateurs économiques locaux et régionaux, eu égard aux sanctions infligées? Quel mécanisme de compensation financière ou de règlements amiables la CEDEAO ou l'UEMOA prévoit-elle après les sanctions en cas de recours contentieux devant leurs juridictions respectives introduits par les entreprises lésées, commerçants, assureurs, banques, etc. On se souvient à cet égard de l'ordonnance du 24 mars 2022 de la Cour de justice de l'UEMOA qui suspend les sanctions infligées à l'État malien par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ce ne sont là que quelques incohérences. Mais il semble bien qu'à aucun moment, les différents aspects juridiques de ce problème n'aient été abordés. La Cour de justice de la communauté n'a, elle non plus, pas été consultée. Mais au fond, à quoi bon raisonner à partir de textes, sauf à être naïf, dans une communauté dont les dirigeants ne se sentent pas liés par les mécanismes juridiques dont ils se prévalent? À quoi bon le droit, puisqu'il semble depuis le cas malien qu'il soit possible de tout se permettre dès lors que les décisions émanent de la toute-puissante conférence des chefs d'État et de gouvernement? Les sanctions infligées au Niger posent la question de savoir si la CEDEAO peut vraiment être considérée comme une communauté de droit ou comme un instrument de discipline collective en matière de bonne gouvernance et d'état légal. Cette question n'est pas anodine. Elle dit beaucoup des représentations qui configurent le quotidien de la CEDEAO. Les uns, chefs d'État en place, y voient un instrument permettant de se prémunir dans leurs pays respectifs d'éventuels coups d'État. Les autres, partenaires occidentaux, perçoivent l'institution comme un potentiel instrument d'intervention indirecte au sein d'une rivalité internationale. D'autres enfin, élites militaires, diabolisent l'institution en lui faisant porter le poids de mots dont ils ne veulent pas être comptables. L'espace accordé aux aspirations des peuples africains est, dans une telle configuration, réduit à peu de choses. En condamnant le coup d'État au Niger, s'est opposé, dans une résolution du 5 août 2023, à l'usage de la force. Par la même occasion, le Sénat a invité le Parlement de la CEDEAO, institution généralement ignorée des sommets habituels, à lui emboîter le pas. On mesure, ce faisant, la fragilité juridique des décisions prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Dans la plupart des CA, les procédures et débats parlementaires sont tout simplement éludés. Le cas du Niger apparaît en ce sens exceptionnel, quoique révélateur, parce qu'il engagerait a priori les forces armées nigérianes. Le contraste avec d'autres pays est flagrant. Le Sénégal, par exemple, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, s'est dit prêt lui aussi à envoyer des troupes au Niger. On doute que le président sénégalais ait pris la peine de consulter au préalable le Parlement. Mais comment le pourrait-il, dans un espace francophone héritier d'un système juridique colonial, où le droit est souvent assimilé au simple commandement? Pourtant, le protocole A/SP1/12/01 déjà cité, incite, dans une logique de bonne gouvernance, à une convergence constitutionnelle, notamment la valorisation d'une culture parlementaire. Article WANA.